Salut à tous! Alors oui, je suis en pyjama. Et alors? J'ai décidé que je ferais une série de vidéos, en rapport avec les axes, du programme de l'ENS Ulm 2022, parce que je prépare, ce concours. Et voilà, je me suis dit que moi, ça m'aiderait en fait de faire par sujet, par thème, des petites vidéos sur, voilà, tel ou tel aspect du programme pour pouvoir les revoir, que ça me reste en tête, réfléchir dessus, produire voilà, des vraies réflexions. Et je me suis dit que ça peut toujours être utile pour les autres et intéressant. Donc voilà. Et donc en philosophie, on a comme thème l'art et la technique. Et il se trouve qu'au bac, j'ai eu 19 c'est au bac, hein, mais voilà, au sujet, c'était à quoi bon expliquer une œuvre d'art. Et qu'en Hippocane, j'ai eu comme sujet qui comprend l'œuvre d'art. Donc déjà, je vais, excusez-moi, reprendre mes dissertations, parce que ça peut donner des outils et des citations aussi dont je pourrais me resservir en dissertation. Donc voilà, je vais commencer par... Alors j'ai repris, je me suis plagiée moi-même hein, dans ma dissertation du bac, je l'ai utilisée pour la dissertation d'Hippocane. Je vais quand même lire les deux parce que le sujet est différent. Donc déjà la dissertation de bac qui est plus courte évidemment. J'avais commencé en mettant une citation de Baudelaire en exergue. Ceux qui me comprennent me devinent, quant à ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas comprendre, j'amoncellerai sans fruit les explications. Donc ça c'est dans Les Fleurs du Mal. Une œuvre d'art est une production qui requiert à la fois de la technique et de l'imagination. L'artiste est aussi un artisan qui utilise des moyens maîtrisés pour transmettre un message, quel qu'il soit, inconscient ou non. Avant de se demander à quoi bon expliquer une œuvre d'art, on peut déjà poser qu'elle est en tout cas explicable, car l'artiste dit quelque chose par des signes précis, choisis, qu'ils aient été pensés ou qu'ils expriment inconsciemment quelque chose de leur créateur. Ils ne signifient pas rien. L'on peut cependant se poser la question de l'utilité et plus encore de la pertinence qu'il y aurait à expliquer une œuvre d'art, ce que suggère le à quoi bon. En effet, dans quel but l'expliquerait-on? Si l'on considère que c'est dans le but de l'apprécier davantage, par exemple, avec toutes les connotations que ce mot implique, sans délecter, mais aussi l'évaluer, l'apprécier à sa juste valeur, vaut-il mieux expliquer une œuvre d'art ou s'en émerveiller sans trop chercher à comprendre, sans trop intellectualiser? À première vue, donc ça c'était ma problématique. À première vue, il paraît important, voire indispensable, de pouvoir expliquer une œuvre d'art pour en comprendre les enjeux, la portée. Si l'œuvre a un sens parce que son auteur a voulu exprimer quelque chose, le rater serait rater l'intérêt de l'œuvre, de ce qu'elle dit ou suggère. Cependant, une œuvre ne devrait-elle pas se suffire à elle-même? Si elle a besoin d'être expliquée pour être saisie, ne montre-t-elle pas par là sa faiblesse? Enfin, si une œuvre d'art est faite pour émouvoir, a-t-elle besoin d'être expliquée pour toucher? Nous verrons avec Kant en quoi l'émotion qu'elle suscite est universelle et qu'en ce sens, il pourrait suffire d'être touché pour, précisément, la comprendre. Toute personne ayant analysé des textes littéraires, des tableaux ou encore des morceaux de musique est soumise à un dilemme que l'on pourrait appeler le dilemme du magicien. Lorsqu'on nous fait un tour de magie, on a envie de connaître le truc. Et en même temps, cela gâcherait justement la magie par la rationalisation. Connaître les secrets ingénieux qui font d'un texte, d'un tableau, d'une musique ou d'un tour de magie un ensemble si parfaitement agencé, si agréable, ou bien se laisser émerveiller par leurs effets sans se préoccuper de leur cause, ce qui peut-être nous désenchanterait. Avec cette dernière solution, ne perdrait-on pas une connaissance plus poussée et plus véritable de l'œuvre? En saisirions-nous toutes les subtilités, toute la portée? Toute œuvre est explicable car créée par un esprit qui avait dans l'idée de produire telle œuvre et non telle autre. Du tableau le plus réaliste au tableau le plus abstrait, on ne peut créer ex nihilo et on ne peut jamais faire n'importe quoi car, comme dirait le philosophe Clément Rosset, décédé l'an dernier, bon du coup c'était ça fait un moment maintenant, to anyhow est un somehow, tout n'importe comment est un d'une certaine manière. Un artiste aura beau se lancer dans la composition la plus hasardeuse, il n'en restera pas moins qu'il aura utilisé certains moyens plutôt que d'autres, certaines techniques s'il les maîtrise plutôt que d'autres, ou pas d'ailleurs, et qu'il aura fait ce qu'il aura fait et pas autre chose. Hasard et nécessité sont synonymes. Alors là j'ai mis, a posteriori j'ai mis ici, j'aurais dû expliquer, hasard et nécessité sont synonymes, car même ce qu'on fait par hasard, on le fait. C'est nécessaire, car puisque cela s'est passé comme cela, il ne pouvait pas, ou plutôt il ne peut pas, en être autrement. Donc toute œuvre a un sens, que le créateur en soit conscient ou non. Comment alors comprendre une œuvre, interagir avec elle si l'on ne peut l'expliquer? D'autant que, dans le cas des artistes engagés par exemple, un contexte historique est indispensable à la compréhension profonde de leurs œuvres. C'est le cas de la chanson Le Déserteur de Boris Vian ou de son roman L'écume des jours où, si l'on ne comprend pas que le nénuphar que Chloé a dans la poitrine, un des personnages principaux, est un cancer ou la métaphore d'un cancer, on manque tout un pan de la signification de l'œuvre.
On peut aussi penser à des tableaux représentant la mythologie grecque dont on ne peut savoir l'objet si l'on n'en a jamais entendu parler. Pour comprendre une œuvre, il faut saisir les éventuelles intentions de l'artiste. On ne peut s'en tenir à la pure subjectivité. Il faut bien des codes culturels pour comprendre des œuvres, sinon on se retrouverait face à une chose indéfinie, bizarre et tout bonnement incompréhensible. Raison pour laquelle l'art des cultures qui ne sont pas les nôtres peut interloquer et être méprisé. On ne le comprend tout simplement pas, et par conséquent, malheureusement, on ne peut l'apprécier, ni s'en réjouir, ni reconnaître le talent de l'artiste. Quant à l'abstrait et l'art contemporain, surtout pour ce dernier, ce sont des formes d'art dont les œuvres sont souvent inséparables de l'explication rationnelle qu'il y a autour. Et c'est en analysant et donc en étant capable d'expliquer l'œuvre que l'on peut peut-être apprendre à l'apprivoiser, voire à l'aimer. Pourquoi souvent les écrivains éprouvent-ils le besoin d'écrire une préface à leurs œuvres, précisément pour s'expliquer? Deuxième partie, cependant, l'un d'entre eux, alors il faut pas faire ça, mais j'ai écrit ça parce que je me souvenais plus de qui le disait justement que la préface est inutile si le livre est bon. C'est également ce que pense Amélie Nothomb. Bon, j'utiliserai pas Amélie dans ma disserte à l'ENS, mais bon. Dans son roman Hygiène de l'assassin, son premier, publié en 1992, le personnage principal, prétexte à tâche, écrivain prix Nobel fictif, auquel l'auteur se rattache, dit à peu près en ces termes à un journaliste. On n'a pas besoin d'expliquer un livre. De deux choses l'une. Soit vous pouvez en dire une chose qui n'est pas contenue dans le livre, quelque chose qui n'est pas contenu dans le livre, auquel cas le dit livre est raté, soit vous répétez ce qu'il y a dans votre livre, auquel cas ce n'est que du psittacisme inutile et ennuyeux. Pour Amélie Nothomb, un auteur, pour ces raisons, ne peut pas vraiment parler de son propre livre. On pourrait objecter que les récepteurs de l'œuvre, en revanche, peuvent en dire des choses, car chaque œuvre donnée au public est une rencontre entre l'œuvre et autant d'individus qui la recevront, parce qu'elle résonnera en eux de manière particulière et singulière. C'est en cela que nombre d'artistes ont pu dire qu'une œuvre n'appartient plus à son auteur, mais au public, dès lors qu'elle est achevée et offerte à lui. Mais nous voyons donc bien que l'œuvre n'est alors qu'une matière à penser et à ressentir, rien de plus ou rien de moins. Il ne s'agit pas d'explication ni d'analyse, mais du récit par un spectateur ou lecteur de ce que l'œuvre bouleverse en lui. Baudelaire, que nous avons cité en exergue de la dissertation, de la même manière, affirmait dans sa préface aux Fleurs du Mal que tous ceux qui avaient besoin d'explications étaient des imbéciles qui n'avaient rien compris. Une œuvre, selon lui, doit se comprendre sans appareil critique, grâce à la seule rencontre du public et de l'œuvre elle-même. Sinon, il n'y a rien à faire, j'amoncellerai sans fruit les explications. Notons tout de même qu'il écrit une préface entière pour expliquer qu'il n'y a rien à expliquer, tout en expliquant un certain nombre de choses quant à sa vision de la poésie, tant dans le fond que dans la forme. En tout cas, il ne va pas jusqu'au bout car il se rend compte de l'inanité de la chose. Si donc une œuvre est complète et se suffit à elle-même, elle ne devrait guère avoir besoin d'être expliquée pour toucher. C'est la critique qu'on peut adresser à l'art contemporain, ça c'est ma troisième partie, qui donne au spectateur davantage le rôle d'artiste qu'à l'artiste lui-même. Que le lecteur ou spectateur devienne co-auteur de l'œuvre qu'il perçoit car il implique précisément sa perception singulière dans la compréhension de l'œuvre, oui. Mais qu'il ne puisse la comprendre qu'en l'interprétant rationnellement, cela semble étrange. Le talent de l'art contemporain est d'attirer le regard sur des objets du quotidien que nous oublions de regarder à force de voir et qui ont cessé de nous étonner. Il prétend à une conversion du regard et en cela il relève d'une démarche parfaitement philosophique. Il débarrasse ces objets de leur fonction utilitaire. Mais si l'inutilité ou le désintéressement est indispensable à l'art, suffit-elle à faire d'un objet une œuvre d'art? On ne peut s'empêcher de songer à la baignoire de Dortmund qu'une femme de ménage avait entrepris de nettoyer, sans savoir qu'elle faisait partie d'une exposition. Au-delà de ça, donc, c'est bien le rôle de la philosophie de s'étonner de ce qu'on a l'habitude de voir, mais celui de l'art. Pour être compris, l'art contemporain doit obligatoirement être intellectualisé par le public. Il n'est rien sans le regard qu'on pose dessus, ce que montre bien l'exemple de cette femme de ménage qui, n'ayant vu qu'une baignoire sale, l'a rendue ridicule en lui retirant d'un coup sa vocation artistique. Nous avons vu qu'une œuvre n'a pas besoin d'être expliquée pour toucher, mais elle n'en a peut-être pas besoin non plus pour être comprise, au sens où, quand on aurait tout expliqué, on n'aurait rien expliqué, ou plutôt, on n'aurait rien dit d'intéressant sur l'œuvre. C'est ce que dit Nietzsche lorsqu'il parle de la musique. On pourrait la calculer, la dénombrer, la diviser en fréquences sonores et expliquer ainsi froidement l'effet qu'elle produit. On n'aurait rien dit de ce qui fait précisément sa musique. Je crois que c'était là ma troisième partie en fait. Quant au paragraphe 9 de la critique de la faculté de juger, écrit ceci. Est beau ce qui plaît universellement sans concept, que Raphaël Enthoven traduit ainsi. La beauté est une évidence sans vérité. On sait ce qui est beau quand on voit quelque chose de beau, mais on ne saurait dire ce qu'est la beauté, la conceptualiser. En face d'un coucher de soleil, peint ou réel, on ne se dirait pas la beauté c'est un peu de rouge, un peu de jaune, un peu d'orange, donc c'est beau. Non, on le dira car on aura éprouvé une émotion. Et on ne dira pas je trouve ça beau, mais c'est beau, en n'imaginant pas qu'on puisse trouver ce spectacle laid, et pourtant notre parole n'aurait rien de totalitaire. On ne prétendrait pas parler pour les autres, et pourtant nous aurions le sentiment d'une vérité universelle, ou plutôt d'une évidence sans vérité qui la prédéterminerait. Kant écrit aussi que l'art n'est pas la représentation d'une belle chose, mais la belle représentation d'une chose. Ainsi, l'art a toujours une forme de beauté, même s'il représente une chose laide. L'art est par excellence ce qui est censé nous donner ce sentiment d'évidence de la beauté sans concept, sans pouvoir être expliqué.
Hannah Arendt fera une lecture démocratique de ce texte en tirant du côté du politique ce qui n'était a priori qu'une considération esthétique. En effet, si la beauté est ce qui plaît universellement sans précisément en passer par l'intellectualisation, si un tableau de la Vierge à l'enfant peut toucher quelqu'un qui n'a pourtant aucune idée de qui est la Vierge et de qui est Jésus, cela signifie que l'évidence de la beauté est un sentiment démocratique par excellence, puisque chacun peut en parler sans savoir ce qu'elle est. Tout le monde est mis sur un pied d'égalité. Ainsi, il est beaucoup plus intéressant, comme nous l'avons dit plus tôt, d'écouter ce que chaque individualité a à dire sur sa rencontre personnelle avec telle œuvre, plutôt qu'un exposé descriptif et analytique d'une œuvre, une explication sans sentiment, sans engagement de sa singularité. Mieux vaudrait considérer, par exemple, qu'une œuvre ne se limite pas à la biographie de son auteur, et préférer la lecture contre Sainte-Beuve en ce qui concerne Proust. Accorder davantage d'importance et d'intérêt aux personnages fictifs et entiers que sont Albertine et le narrateur, plutôt qu'aux personnages vivants dont ils sont inspirés, car ils n'en sont justement qu'inspirés et forment des personnages nouveaux à part entière. Cela ne signifie évidemment pas qu'il faudrait rejeter en bloc toute analyse explicative d'une œuvre, simplement qu'il serait préférable, comme dit Bergson, de conserver une façon virginale de voir, d'entendre et de penser. Il dit virginal, il ne dit pas juvénile, car il ne s'agit pas d'une béatitude enfantine, inconsciente et naïve, mais d'un sentiment puissant qui est dans le vrai plus qu'il ne dit la vérité. C'est pour cela qu'une fois qu'on a expliqué, on n'a pas dit l'essentiel. C'est facile, au fond, de dire la vérité sur une œuvre, de connaître un tas de choses dessus. Mais l'art est d'abord fait pour émouvoir. C'est l'émotion qui compte, et l'explication ou l'analyse ne vaut que lorsqu'elle rajoute le plaisir intellectuel au plaisir de l'émotion, non pas qu'il s'y ajoute en vérité, mais qu'il s'y mêle. Ce plaisir intellectuel enflamme et ravive l'émotion qui l'éveille, comme dirait Raphaël Enthoven. Alors a lieu une célébration des retrouvailles de l'entendement et de l'imagination. C'est toujours Raphaël Enthoven qui dit ça. L'œuvre résonne, en plus de résonner dans l'âme du public. L'idée est que, comme dit Aristote, le tout est plus que la somme des parties. L'émerveillement émotionnel face à une œuvre d'art ne peut être réduit aux parties qui la constituent. C'est de l'ordre de l'alchimie et non de la chimie. L'idéal serait de rester saisi par l'œuvre en elle-même tout en connaissant l'explication. Ainsi, l'art cache l'artisanat, c'est-à-dire que l'émotion artistique recouvre, dépasse la compréhension qu'on en a après avoir étudié le travail technique artisanal, même lorsque celui-ci est analysé, et l'émerveillement devient double. À la question de savoir s'il est plus utile et pertinent d'expliquer une œuvre d'art ou de se laisser émerveiller sans explication, nous pouvons désormais répondre que s'il est indispensable pour la comprendre entièrement, avec ses enjeux, sa portée historique, technique, artistique, de l'analyser et d'étudier les intentions de l'artiste, l'émotion artistique ne saurait être réduite à une rationalisation mathématique qui prétendrait tout dire d'une œuvre. Une œuvre d'art suscite des pensées et émotions singulières chez chacun, et l'on peut dire qu'elle n'est véritablement comprise que lorsqu'elle touche, et qu'il n'est pas nécessaire de l'étudier pour cela, car elle peut susciter un sentiment de beauté qui est universel. Voilà. Et donc, la dissertation d'Hippocane maintenant. L'œuvre d'art est créée par un artiste qui, le plus souvent, la diffuse à un public. Elle est donc d'abord la production originale d'une personne qui s'y exprime dans son individualité. Le sujet nous pousse à interroger sur la relation qui peut s'établir entre un récepteur et l'œuvre. Le qui comprend l'œuvre d'art sous-entend que tout le monde ne pourrait peut-être pas la comprendre, il existerait donc une forme d'aristocratie du goût, reste à définir ce que serait le bon goût. Se demander qui comprend l'œuvre d'art suppose qu'il y ait quelque chose à en comprendre, et donc que l'œuvre d'art puisse faire l'objet d'une explication ou d'une analyse, de noms qui seront peut-être à distinguer. Il faudra dans la même mouvance préciser ce que l'on entend par comprendre, comprendre quoi et comment, les intentions de l'artiste, la portée esthétique, intellectuelle, politique d'une œuvre, en connaître le contexte, les procédés techniques, ressentir quelque chose en face d'elle. En tout cas, on présuppose ainsi que l'œuvre d'art devrait avoir un impact sur ses spectateurs. Sa fonction est au moins d'entraîner une réaction. Enfin, le singulier de l'œuvre d'art suppose une essentialisation possible de l'art, reconnaissable comme tel sous toutes ses formes, littéraires, musicales, et à l'intérieur de la musique, tout type de styles musicaux. Qui comprendrait l'œuvre d'art en général saurait la comprendre dans n'importe quel domaine. Ce sujet porte donc sur la démocratisation de l'art. Peut-on comprendre toute forme d'art sans être spécialiste en tout ? Cela nous amène à cette question. S'il existe une aristocratie du goût, pourrait-on cependant considérer l'art comme accessible à tous sans renoncer à l'expertise ? Une œuvre d'art est une production qui requiert... Bon, ça, du coup, j'ai copié ma disserte. Il faudrait avoir des connaissances suffisantes, être cultivé pour comprendre une œuvre d'art. Donc là, c'est la même deuxième partie. Voilà, on n'a pas besoin de connaître l'harmonie pour être ému d'un morceau de musique. S'il fallait systématiquement être expert de l'art dont on parle pour le comprendre, il ne serait réservé qu'à une élite très restreinte. Non seulement l'art peut toucher un public non initié,
mais nous verrons qu'on n'explique rien de l'émotion esthétique que fait ressentir une œuvre d'art quand on la découpe en parties superposables. Ainsi, nous verrons avec Kant en quoi l'émotion qu'elle suscite est universelle et qu'en ce sens, il pourrait suffire d'être touché pour précisément la comprendre. Mais si l'analyse n'est pas la source de l'émotion esthétique, nous verrons qu'elle peut la décupler en nous rendant justement plus sensibles à l'œuvre. Le privilège de comprendre l'œuvre d'art reviendrait donc aux gens doués de sensibilité, qu'ils comprennent l'œuvre soit par génie, soit par observation, comme dirait Hume dans De la norme du goût. C'est-à-dire soit parce que leur sensibilité est telle qu'ils comprennent tout d'instinct sans qu'on leur ait rien enseigné, soit parce qu'ils sont réceptifs aux enseignements qu'ils reçoivent et qu'ils savent en faire bon usage. Toute œuvre peut faire... Ça j'ai déjà écrit, je vous ai déjà lu. Du tableau le plus réaliste au tableau le plus abstrait, on ne peut créer ex nihilo, et on ne peut jamais faire n'importe quoi, ça aussi je vous l'ai dit. Alors c'est dans le traité d'Illidosi qui dit « Tout anyhow est un somehow ». Voilà. Alors, chaque œuvre d'art, c'est une citation, chaque œuvre d'art possède également une certaine finalité ou dessein pour laquelle elle est élaborée. Pardon. Et elle doit être estimée plus ou moins parfaite selon qu'elle est plus ou moins bien élaborée pour parvenir à cette fin. Ces finalités doivent être constamment présentes à notre esprit quand nous étudions une œuvre et nous devons être en mesure de juger à quel point les moyens employés sont adaptés à leurs buts respectifs. Écrit Hume dans De la norme du goût. Donc toute œuvre a un sens, que le créateur en soit conscient ou non. Et pour être en mesure de juger si l'intention correspond à la réalisation, il faut déjà connaître l'intention. Comment pourrait-on alors comprendre une œuvre, interagir avec elle, si l'on n'est pas en mesure d'en juger, de l'expliquer ? D'autant que dans le cas des artistes engagés, par exemple, ça je vous l'ai déjà dit aussi. Voilà, les interprétations erronées existent. Il faudrait, rien que d'un point de vue contextuel, être une personne munie de connaissances, par exemple historiques et politiques, pour comprendre une œuvre. Contextuel, d'un point de vue contextuel, je ne sais pas si j'ai bien dit ça. Mais ce n'est pas tout que de connaître beaucoup de choses autour de l'œuvre en question. Pour la comprendre, il faut aussi en saisir les subtilités internes. Imaginons quelqu'un qui, devant la Vénus au miroir de Véronèse, en écoutant un morceau de jazz, dirait « c'est joli ». On ne pourrait pas s'empêcher de se dire « mais il n'a rien compris ». D'ailleurs, celui qui a compris n'a pas besoin de dire « c'est joli », il qualifie directement de manière précise les qualités et défauts éventuels qu'il perçoit. Dans Leçons et conversations, on trouve ces paroles de Wittgenstein prises en note par ses élèves, au paragraphe 17 des leçons sur l'esthétique. Dans ce que nous appelons les beaux-arts, c'est développer ce que nous appelons un juge, c'est-à-dire quelqu'un qui a du jugement. Ce qui ne veut pas dire qu'une personne qui, devant certaines choses, s'exclame que c'est merveilleux, soit dotée de jugement. Quand nous portons un jugement esthétique sur quelque chose, nous ne nous contentons pas de rester bouche bée et de dire « oh, comme c'est merveilleux ». Nous distinguons entre celui qui sait ce dont il parle et celui qui ne le sait pas. Supposons quelqu'un qui admire une œuvre considérée comme bonne et qui y prenne plaisir, mais qui ne peut se souvenir des airs les plus simples, qui ne reconnaît pas la basse quand elle se fait entendre, etc. Nous disons qu'il n'a pas vu ce qu'il y a dans l'œuvre. Comment peut-on prétendre comprendre ce dont on est incapable de parler ? Celui qui ne peut même pas chanter ce qu'il vient d'entendre prouve qu'il n'en a rien retiré. De la même manière que quelqu'un qui lirait un texte et qui ne sera absolument pas en mesure de résumer, de dire un peu ce qu'il a lu, il n'a pas lu en fait. Si l'on considère que comprendre, c'est apprécier, avec toutes les connotations que ce mot implique, sans délecter, mais aussi évaluer, apprécier à sa juste valeur, alors on comprend une œuvre quand on est en mesure d'en délivrer une appréciation. Citation encore de Wittgenstein, je crois, « La réception d'une œuvre n'est pas un simple processus d'affection passive par une entité physique ou des ondes sonores, parce qu'elle est une réception qui est à l'origine d'une expérience affective intime. » Ah non, c'est « La production et la réception d'une œuvre ne peuvent exister qu'au titre de communication intersubjective. » En fait, ça c'est mon prof d'Hippocane, Jean-Paul Deguet, qui a écrit ça au début de l'art comme communication. Comme le langage, l'art sert à communiquer pour transformer la perception du spectateur, lui faire vivre une expérience. Or, il faut être deux pour communiquer. Si l'œuvre ne fait pas naître des pensées ou impressions particulières au spectateur qu'il puisse s'exprimer, même de manière très vague, s'il ne se montre pas actif dans cette communication, alors il ne l'a pas comprise. Celui qui comprend vraiment une œuvre musicale est l'oreille d'expert qui, dans une symphonie, sait reconnaître chaque détail, chaque modulation, chaque entrée. Pour cela, avoir reçu une formation culturelle semble indispensable, à moins d'être un génie. Il faut bien des codes culturels pour comprendre des œuvres, sinon, ça j'ai dit. Citation de Hume. Quand des objets quelconques sont présentés pour la première fois à l'œil ou à l'imagination, le sentiment qui les accompagne est obscur et confus, l'esprit étant en général incapable de se prononcer sur leurs mérites ou leurs défauts.
écrit Hume, toujours dans la norme du goût. Il y a aussi Nietzsche qui disait que c'était par habitude qu'on finissait par aimer une mélodie. Il y insiste également sur le temps nécessaire pour apprécier une œuvre. Voilà. Il existe un désordre et une précipitation de la pensée qui accompagnent la première étude de tout ouvrage et rendent confus le sentiment authentique de la beauté. Fin de la citation. Un examen superficiel et trop rapide endommagerait donc l'intensité même du sentiment ressenti en face de l'œuvre. Notons que c'est la précipitation de la pensée qui entraîne cet effet. Il ne parle pas de jugement ni de goût. Cela aurait donc un rapport avec la pensée, ce qui n'est pas si évident lorsque l'on parle de jugement esthétique. Même si le jugement implique la pensée. Toute œuvre digne de ce nom constitue un ensemble organisé dans lequel les parties se répondent harmonieusement. Et, citation, les beautés et les faiblesses ne peuvent être perçues par celui dont la pensée est incapable d'appréhender l'ensemble des parties et de les comparer l'une avec l'autre afin de percevoir la cohérence et l'uniformité de l'ensemble. Je crois que c'est toujours de Hume. Encore une fois, ce manque de subtilité est lié chez Hume à un défaut de la pensée. Il l'explicite par 2 fois en réalité. Citation. Il n'arrive que rarement ou jamais qu'un homme sensé ayant expérimenté un art ne puisse juger de sa beauté. Et il n'est pas moins rare de rencontrer un homme possédant un goût juste sans un entendement solide. Bien que les hommes d'un goût délicat soient rares, on les distingue aisément en société à la solidité de leur entendement et à la supériorité de leurs facultés sur le reste de l'humanité. Il rejoint ici Wittgenstein. Celui qui comprend l'œuvre d'art serait donc supérieurement intelligent, en quelque sorte. Comme Kant, Hume et Wittgenstein font de l'entendement une qualité nécessaire aux opérations de la faculté de juger. L'appréciation de l'œuvre d'art est en effet une finesse de perception, et à ce titre elle relève autant de l'entendement que de l'imagination. Mais ce n'est pas tout. Hume écrit que la même habileté et la même dextérité que la pratique amène dans l'exécution de tout travail sont aussi acquises par les mêmes moyens pour en juger. Il pose donc comme nécessaire une sorte d'éducation du goût. Et lorsqu'il écrit, nous l'avons cité plus haut, qu'il n'arrive que rarement ou jamais qu'un homme sensé ayant expérimenté un art ne puisse juger de sa beauté, on peut entendre expérimenter en 2 sens, s'être confronté à en tant que spectateur ou bien en tant que créateur, de sorte qu'il faudrait être soi-même un peu artiste peut-être pour comprendre une œuvre d'art, soi-même un peu expert, qui en effet comprend mieux l'œuvre d'art que celui qui en crée. Les connaissances et l'esprit subtil ne sont donc pas à égalité chez tout le monde, mais les goûts ne le sont pas davantage. La preuve en est qu'on n'accorde pas au jugement de tout le monde la même importance, et ce même en l'absence de modèles idéaux préconçus. Tout le monde regarderait comme un fou une personne qui déclarerait laide la Pietà de Michel-Ange. Wagner jette de la poudre aux yeux par sa... Alors là j'étais un petit peu... En vrai j'adore Wagner, hein, mais c'est vrai que il peut... En tout cas, voilà, il est grandiloquent, c'est un romantique, quoi, tandis qu'il faut tendre l'oreille pour apprécier les mélodies simples mais l'harmonie complexe de Chopin qui jouait piano fermé. Pourtant, c'est le vacarme, mais sans sens péjoratif, du premier qui en remportera le succès le plus populaire par rapport au raffinement du second. C'est en cela que Hume parle d'une sorte de beauté riante et superficielle qui plaît au premier abord. C'est la beauté facile. Recopier avec, citation, une certaine exactitude. Voilà. Un tableau de De Vinci permet d'avoir du talent à moindre frais. La plupart en seront impressionnés, mais comme l'explique Hume, quiconque fréquente des œuvres plus fines, plus recherchées, se rendra compte normalement de la bassesse des autres en comparaison. Il pourra, citation, estimer le mérite d'un ouvrage exposé à sa vue et lui assigner son rang approprié au sein des productions du génie. Il va jusqu'à dire qu'un homme qui n'a point l'occasion de comparer les différents genres de beauté est bien entendu disqualifié pour émettre une opinion concernant un objet qui lui est présenté. Autrement dit, son opinion, même très personnelle, ne vaut rien parce qu'il n'aura pas compris l'œuvre, et Hume parle de délicatesse du goût pour qualifier ceux qui perçoivent les subtilités des œuvres de génie. Toujours dans de la norme du goût. Ceci va contre toute logique de mode. Les consommateurs des tubes modernes composés de bruit plus que de musique, qui s'offusquent qu'on ne les connaisse pas, s'offusqueront quelques semaines plus tard du contraire, car ce sera démodé. Mozart ne sera jamais démodé, il ne sera jamais honteux de l'écouter. Citation de Hume, l'autorité ou les préjugés peuvent susciter la vogue provisoire d'un mauvais poète ou d'un mauvais orateur, mais sa réputation ne sera jamais durable ou générale. Au contraire, pour un génie véritable, plus ses œuvres perdurent, plus elles se répandent largement et plus est sincère l'admiration qu'elles rencontrent. Mais cela supposerait un sens commun de ce qu'est la beauté qui transcende les époques. Donc là je passe à une autre partie. Kant, au paragraphe 9 de la critique de la faculté de juger, écrit ceci, « Est beau ce qui plaît », hein, ça je l'ai dit.
Voilà. Wittgenstein, pour une phrase, vous pourriez dire « cette phrase sonne plutôt drôle ». Vous pourriez indiquer ce qui est drôle. Quel critère vous permettrait de dire que vous êtes tombé juste, dit Wittgenstein au paragraphe 9 de Leçon sur l'esthétique. Justement, rien ne permet de le dire. Le sentiment d'évidence de la beauté, tout spécialement dans l'art, s'impose sans qu'on puisse le conceptualiser. Voilà. En fait, si on le conceptualise, on le perd. C'est ce qui explique l'échec du peintre Frénofer dans la nouvelle Le chef-d'œuvre inconnu de Balzac, qui brûle ses toiles et lui avec, car il a raté un tableau, je me souviens plus qui se brûlait, car il a raté un tableau sur lequel il a travaillé 10 ans. Porbus, son élève, dit au jeune Nicolas Poussin, Frénofer a profondément médité sur les couleurs, sur la vérité absolue de la ligne, mais à force de recherche, il est arrivé à douter de l'objet même de ses recherches. Dans ces moments de désespoir, il prétend que le dessin n'existe pas et qu'on ne peut rendre avec des traits que des figures géométriques. Ce qui est trop absolu, puisqu'avec le trait et le noir, qui n'est pas une couleur, on peut faire une figure. Ce qui prouve que notre art est, comme la nature, composé d'une infinité d'éléments. Le dessin donne un squelette, la couleur est la vie, mais la vie sans le squelette est une chose plus incomplète que le squelette sans la vie. Enfin, il y a quelque chose de plus vrai que tout ceci, c'est que la pratique et l'observation sont tout chez un peintre, et que si le raisonnement et la poésie se querellent avec les brosses, on arrive au doute comme le bonhomme, qui est aussi fou que peintre. Peintre sublime, peintre sublime, il a eu le malheur de naître riche, ce qui lui a permis de divaguer. Ne l'imitez pas, travaillez. Les peintres ne doivent méditer que les brosses à la main. Là est sa faille. Frénofer a médité, à propos d'un art, sur la vérité absolue. Comme s'il y en avait. À force de vouloir faire disparaître les lignes artificielles du dessin pour s'approcher de la nature, il n'a peint que des pâtés de couleur chair. Il a oublié le squelette. Mon Dieu. Oui, j'étais en train de dire la vie sans le squelette, de relire la vie sans le squelette. Donc la technique est une chose plus incomplète que la technique, le squelette sans la vie. Donc mieux vaut la technique sans la vie. Seule la technique devrait pouvoir être conceptualisée, mais lui a voulu conceptualiser la beauté, faire en sorte qu'elle puisse résulter d'un calcul, en louant pourtant l'absence de rigueur technique artistique froide, qui elle est de l'ordre de ce qui s'apprend, donc de ce qui est mesurable, en louant la vie. Il a voulu conceptualiser, atteindre par un moyen sûr la beauté vraie, et donc il s'est cassé la figure à force de rationaliser. L'art a toujours une forme de beauté, même s'il représente une chose, ça j'ai mis. Kant écrit au paragraphe 48 de la troisième critique que l'art ne veut pas la représentation d'une belle chose, mais la belle représentation d'une chose. Raphaël Antoine en parle dans Morale provisoire. C'est à la beauté qu'on doit de faire une différence entre l'art et toutes les tentatives de mettre l'art au service d'une autre cause que lui-même. Mais si on considère à l'inverse que la beauté est une valeur bourgeoise à laquelle l'art aurait tort de s'en tenir, alors l'évaluation d'une œuvre d'art repose non plus sur l'œuvre elle-même, mais sur son message et sur la quantité de vertus qu'il contient. Et à ce compte-là, n'importe quoi peut devenir une œuvre d'art dans la mesure où l'artiste, dispensé de produire de la beauté et donc d'avoir du talent, accole à son œuvre le discours audacieux et consensuel qui fait plaisir à tout le monde. Quand l'art dépend de la beauté, l'art ne dépend que de lui-même. L'art est, par excellence, ce qui est censé nous donner ce sentiment d'évidence de la beauté sans concept, sans pouvoir être expliqué. C'est pourquoi, si le sentiment de la beauté est universel, l'émotion esthétique face à l'œuvre d'art le serait aussi. On pourrait en effet faire une lecture démocratique de la phrase de Kant, en tirant du côté du politique ce qui n'est en apparence qu'une considération esthétique. Si la beauté est ce qui plaît universellement... non, ça j'ai déjà dit... Voilà, on n'aurait pas besoin, pour comprendre une œuvre d'art, d'être une intelligence et surtout d'une culture phénoménale. C'est la critique qu'on peut adresser à l'art contemporain. Ça, je l'ai mis. Ah. Alors. Donc là, j'avais mis on peut s'empêcher de songer à la baignoire de Dortmund de Kippenberger. J'avais rajouté ça. Voilà. J'avais parlé aussi de la ménagère voilà, qui avait nettoyé cette baignoire. Or, le jugement de goût qui déclare un objet beau sous la condition d'un concept déterminé n'est pas pur, écrit Kant au paragraphe 16 de la troisième critique.
Le jugement de goût qui déclare un objet beau sous la condition d'un conseil déterminé n'est pas pur. Seuls des gens cultivés ou à qui on aurait eu besoin d'expliquer l'œuvre peuvent comprendre l'art contemporain. Et c'est bien pour cela qu'il peut être discutable d'en parler comme d'un art. Dans la remarque générale sur la première section de l'analytique, Kant parle d'une libre occupation, sans fin déterminée, des facultés de l'esprit à ce que nous nommons beau et en laquelle l'entendement est au service de l'imagination et non l'imagination au service de celui-ci. Dans l'art contemporain et non abstrait, on parle ici plus spécifiquement de l'art contemporain qui consiste seulement à placer un objet du quotidien dans un musée. L'imagination sert l'entendement donc le ready-made en fait. L'imagination sert l'entendement qui ne peut venir qu'en premier, au lieu que l'entendement serve l'imagination. Il n'y a pas d'universalité de l'émotion puisqu'un non-initié ne pourrait pas être fasciné. L'art est ici, comme le dit Raphaël Enthoven, dispensé de produire de la beauté, et donc l'artiste d'avoir du talent et de maîtriser des techniques, donc de travailler. On peut penser à John Cage, dont l'œuvre 4 minutes 33 consiste simplement à ne pas jouer du piano. Il y a 3 mouvements, et à chaque fois, en fait, juste il se tait. Et la musique, c'est les bruits qu'on entend autour. Pourquoi considérait-on généralement comme moins grave de laver la baignoire de Dortmund que de lacérer la Joconde? C'est bien que certaines œuvres ont en soi moins de valeur que d'autres. Donc quand il est impossible que quelqu'un de peu cultivé puisse comprendre une œuvre d'art, c'est-à-dire quand celle-ci le laisse indifférent, quand il oublie aussi vite qu'il l'a vue, cela signifierait que sa qualité d'art serait discutable. Et quand ce serait quelque chose d'universel, que personne de non cultivé ne pourrait comprendre l'œuvre d'art, ne pourrait en être touché. On n'a donc pas les mêmes goûts, mais on a la même faculté d'avoir des goûts. Ayant cette faculté en commun, on peut communiquer nos émotions esthétiques. Et pouvant les communiquer, on peut les comprendre, et il est donc possible d'avoir les mêmes. Alors, citation. La communicabilité universelle d'un sentiment présupposant un sens commun, c'est avec raison que celui-ci pourra être admis, sans que l'on s'appuie sur des observations psychologiques, comme la condition nécessaire de la communicabilité universelle de notre connaissance, qui doit être présumée en toute logique et en tout principe de connaissance, écrit Kant au paragraphe 21 de la troisième critique. Cette émotion universelle ne s'appuie donc que sur un sentiment, une sensation, c'est-à-dire ce que nous avons de plus intime, de plus particulier. Au-delà des soucis empiriques des sujets que nous sommes, il y a la possibilité d'une universalité qui transcende les singularités. Une autre preuve de cela, c'est que le goût s'affine, s'éduque, notamment grâce aux autres. Citation. Beaucoup d'hommes, quand ils sont laissés à eux-mêmes, n'ont qu'une faible et douteuse perception de la beauté. Ils sont cependant capables d'apprécier un trait raffiné quand il leur est signalé. Chaque converti à l'admiration d'un poète ou d'un orateur véritable cause une nouvelle conversion. Écrit Hume dans De la norme du goût. Ce sens commun serait donc un bon sens commun, voire une sorte de sixième sens, la capacité à l'émotion esthétique. Étymologiquement, esthétique signifie d'ailleurs sensibilité, c'est en fait la clé du problème. Il est vrai que tous les goûts ne se valent pas, mais ils ne dépendent pas de la quantité de savoir des individus, mais de leur sensibilité. Wittgenstein dit au paragraphe 30 des leçons sur l'esthétique: il y a une foule de gens aisés qui ont étudié dans de bonnes écoles, qui peuvent se permettre de voyager, aller au Louvre, etc. Ils connaissent beaucoup de choses et peuvent parler facilement de douzaines de peintres. Voici maintenant quelqu'un qui a vu très peu de tableaux, mais qui regarde intensément une ou deux peintures qui lui font une profonde impression. Quelqu'un qui n'a pas voyagé, mais qui a fait certaines remarques qui montrent que réellement il apprécie. Une appréciation qui, se concentrant sur une seule chose, va très profond, tel que vous donneriez tout ce que vous possédez pour la voir. D'un côté, un coup d'œil large, sans être profond ni vaste. D'un autre côté, un coup d'œil très étroit, concentré et circonscrit. Est-ce que ce sont là de différentes façons d'apprécier? On peut toutes les appeler appréciations. Nous pourrions même aller jusqu'à dire que les premiers, soi-disant experts, ont une compréhension bien moindre des œuvres dont ils parlent que cet homme ému par quelques tableaux en particulier qui a d'autant plus de mérite à y être sensible et à en deviner la subtilité qu'il n'a jamais été initié, confronté aux tableaux ni à leur étude. C'est l'intensité dont parle Wittgenstein. Ah mais non, c'est fini, ça c'est moi qui parlais. La citation, elle finit à « on peut tous les appeler appréciation ». C'est l'intensité dont parle Wittgenstein qui fait la différence, c'est le contraire de la superficialité. Ça me faisait penser à quelque chose. Oui, c'est ça, d'un côté, ça pourrait être plus difficile en fait d'apprécier, d'être touché par une œuvre d'art quand on a fait beaucoup d'études, parce que voilà, on a tendance à... Il faut avoir encore plus de subtilité pour être de sensibilité pour être encore étonné
par des œuvres quand on les a beaucoup étudiées, parce qu'il faut retrouver une candeur qui peut s'amoindrir à force d'études peut-être. L'émotion esthétique est un sentiment de justesse dont on ne connaît pas la cause. Ça c'est de moi, j'aime bien. La raison, on le sent bien, est qu'on est face à une œuvre. La cause du sentiment de justesse reste mystérieuse. On trouve ceci au paragraphe 11 des leçons sur l'esthétique. Quelle est la règle que nous employons ou à laquelle nous nous référons lorsque nous disons « c'est la manière correcte de faire ». Si un professeur de musique dit qu'un morceau doit être joué de telle manière et le joue ainsi, à quoi se réfère-t-il? Chez Wittgenstein comme chez Kant, il n'y a pas de beauté ou de sentiment spécial face à une œuvre d'art qui soit conceptualisable. Ceci nous renvoie au paradoxe si insondable d'une évidence sans vérité. D'ailleurs, comme chaque rencontre est singulière, chaque interprétation d'une œuvre sera différente. On y prend et on y met de soi des choses différentes, ce qui fait l'originalité des commentaires. Plusieurs commentaires peuvent se contredire et être de talent égal sans être faux. Ça n'aurait aucun sens de dire qu'un sentiment, qu'une émotion est fausse. Ils ne disent pas la vérité au singulier, mais ils disent tous vrai. Ils peuvent se contredire, mais ils peuvent aussi se compléter. L'histoire narrée dans Don Quichotte, que Hume reprend dans De la norme du goût, le montre. Citation, c'est à bon droit, déclara Sancho à l'écuyer au long nez, que je prétends savoir juger d'un vin. C'est une qualité héréditaire dans la famille. On demanda une fois à 2 de mes parents de donner leur opinion sur une barrique supposée être excellente, étant vieille et d'un bon cru. Un des hommes la goûte, la considère et après mûre réflexion déclare le vin bon, à l'exception d'un léger goût de cuir qu'il avait remarqué. L'autre, en usant des mêmes précautions, délivre aussi un verdict favorable au vin, mais en émettant une réserve au sujet d'un goût de fer qu'il avait nettement distingué. Vous ne pouvez imaginer à quel point tous deux furent moqués pour leur jugement. Mais qui ria le dernier? En vidant la barrique, on trouva au fond une vieille clé à laquelle était attachée une lanière de cuir. Bref, un désaccord dans l'interprétation, un désaccord de goût en général, ne signifie pas forcément que l'un a raison et l'autre tort, d'autant plus dans le cas de l'art où il n'y a pas de vérité, sinon précisément celle de la rencontre entre l'œuvre de l'artiste et un autre esprit, toujours singulière. L'œuvre n'est alors qu'une matière à penser et à ressentir, rien de plus ou rien de moins. Voilà, ça je l'avais déjà dit. Il n'était pas utilisé pour cet exemple, je crois, dans Hume, cet exemple de Don Quichotte, mais moi je l'ai utilisé comme ça. L'art est un mystère. Je l'avais dit ça? Il n'est pas explicable de façon causale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer une œuvre d'art en la découpant et en montrant quelle est l'addition de toutes ses parties. Citation, l'acte matériel secondaire par lequel s'achève le processus de production se prolonge mystérieusement en une expérience esthétique vécue par un autre, et c'est là ce que la technique en tant que technique ne pourrait pas faire. Jean-Paul Doguet, L'art comme communication. Le mystérieusement est important. L'idée est que, comme dit Aristote, le tout est plus que la somme des parties. Ça, j'ai déjà dit. Voilà, il y a quelque chose de miraculeux là-dedans. Citation. Nous avons déjà parlé du caractère de ce qui est correct. Quand nous parlons d'une symphonie de Beethoven, nous ne disons pas qu'elle est correcte. Il intervient quelque chose de tout à fait différent. On ne parlerait pas d'apprécier en art pour ce qui est formidable. Leçon sur l'esthétique, paragraphe 23. On ne parlera pas d'apprécier car ce mot signifie littéralement évaluer le prix. Une œuvre n'a pas de prix évaluable car elle n'est pas mesurable. Citation, reconnaître une expression. En architecture, on dessine une porte, elle est un peu trop grande, vous diriez, il a le compas dans l'œil. Non, il voit que la porte n'a pas l'expression correcte, elle n'a pas l'attitude correcte, ce n'est pas une question de mesure. Wittgenstein, paragraphe 2. Tout est dans cette dernière phrase. Ce n'est pas une histoire de calcul parfait, mais encore une fois de sentiment de justesse mystérieuse et inexplicable, bien que réelle. Donc c'est une question de sensibilité et il n'est pas besoin d'être un expert dans le domaine visé pour entendre ou voir que cela sonne faux ou juste. Toujours dans les leçons sur l'esthétique, Wittgenstein déplore le fait qu'on pense que la psychologie permettrait d'expliquer le jugement esthétique. Paragraphe 35, on dit souvent que l'esthétique est une branche de la psychologie. C'est l'idée qu'une fois que nous aurons fait des progrès, nous comprendrons tous les mystères de l'art, par le biais d'expérimentation psychologique. Il qualifie cette idée de stupide. Il n'y a pas de mécanique de l'âme. Même si l'on découvrait que nos jugements de goût proviennent de lois générales qui font que notre cerveau sera touché par telle œuvre et non telle autre, ça n'est pas ce genre d'explication qu'on a en tête quand on cherche à expliquer les jugements esthétiques, et surtout nos perplexités esthétiques n'auraient pas pris fin si de telles lois avaient été découvertes. C'est bien qu'il y a autre chose. La statistique psychologique contredit l'unicité d'une œuvre que l'on trouve juste, bien qu'elle puisse être, par exemple, techniquement moins forte qu'une autre, qui ne nous ferait rien ressentir. Citation.
On peut, dans cet ordre d'idées, évoquer la situation d'artistes qui ne font rien tout en produisant beaucoup, et inversement d'artistes qui ne produisent rien ou peu et font beaucoup, écrit Jean-Paul Doguet, toujours au chapitre 1 de l'art comme communication. D'où le non-sens absolu de ceux qui, en face d'une œuvre d'art, s'exclament « je pourrais faire pareil » ou « je connais quelqu'un qui fait aussi bien » ou « il y a eu mieux ». Ce n'est pas seulement arrogant, cela réduit aussi l'œuvre à sa technique et lui retire toute unicité. Citation, vous pourriez choisir indifféremment 2 poèmes pour vous faire penser par exemple à la mort. Mais supposons que vous ayez lu un de ces poèmes et l'ayez trouvé admirable, pourriez-vous dire « Oh, lisez l'autre, il fera le même effet » Comment employons-nous la poésie? Son rôle est-il que l'on puisse formuler à son propos une remarque de ce genre? Voici quelque chose qui est exactement aussi bien que si je trouve un menuet admirable, je ne peux pas dire prenez-en un autre, il fait le même effet. Qu'entendez-vous par là? Ce n'est pas le même. Paragraphe 9 de leçon sur l'esthétique. Concédons que c'est là une réaction assez naturelle, on compare avec ce qu'on est déjà. Mais l'on devrait justement oublier ce qu'on connaît pour se concentrer sur l'œuvre qu'on nous présente. Qu'en a-t-on à faire que d'autres aient également du talent? On ne parle pas des autres ici. C'est là que la culture peut s'avérer handicapante, car le réflexe de comparaison, qui permet d'évaluer l'originalité de l'œuvre, peut servir dans son mauvais usage à n'évaluer que ses capacités techniques et à la dénigrer en la rebattant sur d'autres œuvres qui n'ont en réalité rien à voir. Leçon sur l'esthétique, paragraphe 22. Certains types d'explications exercent une attraction irrésistible. À un moment donné, l'attraction d'un certain type d'explication est plus grande que tout ce que vous pouvez concevoir, en particulier une explication du type « ceci c'est en réalité seulement cela ». 23. Il existe une forte propension à dire « on ne peut pas ignorer le fait que ce rêve est en réalité telle ou telle chose, si nous voyons le lien qui relie quelque chose comme ce beau rêve à quelque chose de laid. Peut-être bien est-ce le fait que l'explication soit extrêmement repoussante qui nous conduit à l'adopter. » Fin de citation. Serait-ce alors la jalousie envers un génie autant, voire plus talentueux qu'elle, qui ferait parler ainsi sa langue de vipère, ou, pire encore, une façon de se rassurer face à un phénomène qui les dépasse et qu'elles ne parviennent pas à saisir, à comprendre? En tout cas, ce genre de paroles qui prétendent être lucides et de bon sens prouve que leur locuteur n'a rien compris à ce qu'est l'œuvre d'art, à qui il demande d'être la plus spectaculaire possible, alors que, nous l'avons vu avec Hume, le raffinement peut être plus subtil à percevoir. Ceux qui disent « je pourrais faire pareil » ou « il y a eu mieux » réduisent l'art à la technique et de ce fait font comme s'il y avait un progrès en art, ce qui est un principe absurde. Ils font comme si l'art devait s'approcher le plus possible d'un modèle, d'un concept, et que lorsqu'un artiste s'y serait le plus rapproché, tous les autres ne vaudraient rien. Au contraire, l'art est production singulière d'une individualité, il n'y a donc aucun sens à chercher dans l'œuvre de quelqu'un ce qu'on considère soi comme étant l'idée parfaite, la composition parfaite d'une œuvre. Citation, cette absence de lien direct avec le principe d'utilité est d'ailleurs au fond la raison essentielle pour laquelle l'art ne saurait véritablement connaître un progrès, à la différence de la technique humaine, qui inversement est vouée au progrès et même le commande, écrit Jean-Paul Doguet dans l'art comme communication. On n'a donc pas besoin de savoir expliquer une œuvre d'art pour être touché, mais pas non plus pour la comprendre, au sens où, quand on aurait tout expliqué, on n'aurait rien expliqué, ou plutôt, on n'aurait rien dit d'intéressant sur l'œuvre, ça j'ai déjà dit. Donc c'est ce que dit Nietzsche lorsqu'il parle de la musique. Alors j'ai mis au paragraphe 334 « Apprendre à aimer du gai savoir », mais je crois pas que ce soit dans ce paragraphe en fait. En tout cas, il écrit dans le gai savoir si l'on mesurait la valeur d'une musique à ce qu'on en peut calculer et compter, à ce qu'on peut traduire en chiffres, de quelle absurdité ne serait pas cette évaluation scientifique? Ces valeurs, il a mis entre guillemets aussi. Qu'aurait-on bien saisi, compris, connu d'une mélodie ainsi jaugée? Rien, et littéralement rien, de ce qui fait justement sa musique. On pourrait la calculer, la dénombrer, la diviner, ça j'ai déjà dit. Mais alors comment dire quelque chose de pertinent qui montre qu'on ait réellement compris l'œuvre sans tomber dans l'académisme dont parle Jean-Paul Doguet dans l'art comme communication? Tout ceci ne signifie évidemment pas qu'il faudrait rejeter en bloc toute analyse expérientielle, j'ai déjà dit aussi. Ah voilà. On pourrait d'ailleurs distinguer l'explication de l'analyse en disant que l'explication est descriptive et se contente de donner des informations concernant l'œuvre, à la manière d'un exposé, tandis que l'analyse relève davantage du commentaire et peut donc être différente d'une personne à une autre. C'est la seule forme de commentaire qui représente vraiment un intérêt. L'explication doit servir l'analyse, et c'est lorsqu'elle prétend quasiment se substituer à l'œuvre en résolvant les mystères que, aussi érudit soit celui qui en fait usage, il ne peut affirmer comprendre l'œuvre dont il parle. L'analyse, si elle n'est pas le sentiment initial d'émerveillement, peut le décupler, voire le faire naître. Toute personne ayant analysé des... Ça j'ai déjà dit, dilemme du magicien... Il y a donc deux réactions possibles, l'émerveillement dû à l'admiration ou bien la déception de l'illusion, pour le dilemme du magicien.
Le trucage tout bête et tout simple ne serait pas à la hauteur, n'aurait pas la noblesse de la fulgurance du tour. Il faudrait que le truc soit suffisamment ingénieux et suffisamment de classe pour que la magie demeure. La bassesse du trucage gâcherait le plaisir de la performance. C'est comme si c'était de la triche. La femme n'a pas vraiment été coupée en deux puis recomposée, elle n'avait jamais été coupée en deux. Ce n'est pas par magie que ce texte est beau, l'auteur a simplement placé cette allitération et cette métaphore au bon endroit. Mais admirer l'ingéniosité du trucage pourrait également tuer la magie. On resterait certes admiratif, mais plus esthétiquement. On n'admirerait plus que l'intelligence de l'esprit qui a su inventer ces trucages, utiliser ces techniques. Mais il y a peut-être une troisième solution. Voilà, là je l'ai déjà dit, l'idéal serait de rester saisi par le tour en lui-même, tout en connaissant l'explication, quand il a quelque chose de plus qui dépasse ce qu'on en sait et nous laisse admiratifs de l'art malgré tout, et pas seulement de la technique. Cet art semble réellement magique car il apparaît de nulle part, il n'est pas la conséquence directe de l'habileté, mais bien de la sensibilité mystérieuse d'un individu. Alors l'art cache l'art, ou plutôt l'art cache l'artisanat, même lorsque celui-ci est analysé, et l'émerveillement devient double, c'est-à-dire que l'émotion artistique recouvre, ça j'ai déjà dit, recouvre, dépasse la compréhension qu'on en a après avoir étudié le travail technique artisanal. Si on ne connaît pas les trucs, qu'on en est incapable, par manque d'intelligence ou de culture, ou qu'on refuse de les connaître, on ne comprend pas vraiment l'œuvre. Si l'on est déçu du trucage, c'est qu'on croit que l'œuvre s'y réduisait, ou si l'œuvre s'y réduit réellement, c'est que ce n'était pas une œuvre. Si l'on est émerveillé de l'ingéniosité de la technique, mais qu'on ne ressent plus que cela, c'est une autre manière plus positive de réduire l'œuvre à sa technique. Mais si l'on reste émerveillé de l'œuvre d'art après l'avoir finement analysée, c'est qu'on l'a réellement comprise. C'est-à-dire qu'on a eu la sensibilité nécessaire pour en être ému, et le bagage intellectuel ou l'esprit nécessaire pour incarner cette émotion et repérer les subtilités de l'œuvre qui, à défaut d'expliquer sa beauté, sont les moyens techniques maîtrisés, les conditions de possibilité en quelque sorte, qui permettent de donner corps à l'idée créatrice qu'a eu l'artiste. Par exemple, les mots précèdent l'alphabet, mais l'alphabet est nécessaire pour donner corps et logique aux idées que les mots représentent. C'est d'ailleurs là quelque chose de délicat à comprendre. Leçon sur l'esthétique, paragraphe 3, considérer un visage, c'est l'expression de ce visage qui est importante et non sa couleur, sa taille, etc. Soit donnez-nous l'expression sans le visage. L'expression d'un visage n'est pas un effet de ce visage, pas plus sur moi que sur qui que ce soit. Vous ne pourriez pas dire que quelque chose d'autre qui aurait cet effet aurait l'expression de ce visage. On peut chanter une chanson avec ou sans expression. Alors pourquoi ne pas faire abstraction de la chanson? Auriez-vous encore l'expression dans ce cas? Fin de la citation. Si l'effet ne se réduit pas à la matière de l'objet qui le provoque, il ne peut être séparé de cet objet. C'est l'expression, l'attitude qui compte et qui fait le génie d'un artiste, et le génie d'un récepteur lorsqu'il le perçoit et donc le comprend. Mais il faut un support à cette expression abstraite, même la philosophie en a besoin. Ce support peut être une musique, un texte, un tableau, et chacun de ces arts requiert des techniques, mettent à disposition des moyens différents pour transmettre l'expression souhaitée. Il n'en reste pas moins qu'une modification de ces moyens entraîne une modification de l'expression. On ne peut désincarner l'art, et c'est pourquoi l'analyse servira ici à mettre en lumière la manière dont la technique sert l'expression, sans être suffisante à l'expliquer. Celui qui réussit cela comprend parfaitement l'œuvre d'art. Et, citation, le dessin donne un squelette, la couleur est la vie, mais la vie sans le squelette est une chose plus incomplète que le squelette sans la vie, comme dit Porbius dans la nouvelle Le chef-d'œuvre inconnu de Balzac. C'est-à-dire que l'expression sans l'incarnation, sans les moyens techniques, est une chose plus incomplète que la technique sans l'expression. Il faut faire travailler sa dextérité pour réaliser ses belles idées. Du côté du récepteur, on pourrait dire que l'émotion sans l'analyse serait plus incomplète que l'analyse sans l'émotion. Parce que l'émotion sans l'analyse serait en réalité pauvre et, n'ayant pas les moyens d'exprimer ce qu'elle devine, resterait finalement floue pour celui qui l'éprouve. De la même manière, la pensée sans le mot manque de contours pour être précise, tandis que le mot amène déjà avec lui son lot de signification. Dans les leçons sur l'esthétique, vous pourriez avoir joué un menuet une fois et en avoir tiré beaucoup, puis jouer le même menuet à un autre moment et n'en rien tirer du tout. Mais il ne s'ensuit pas que ce que vous en tirez soit de ce fait indépendant du menuet. Cf. L'erreur de croire que la signification ou la pensée se borne à accompagner le mot et que le mot lui-même ne compte pas. Cet extrait marque cette même idée de l'inséparabilité de l'émotion ou expression d'avec son objet, mais aussi implicitement des dispositions dans lesquelles nous devons être pour apprécier une œuvre. Hume explicite cela dans De la norme du goût. Les émotions plus raffinées de l'esprit sont d'une nature très tendre et très délicate et requièrent le concours d'un grand nombre de circonstances favorables. Lorsque nous voulons réaliser une expérience de cette nature et mettre à l'épreuve la force d'une beauté ou d'une laideur quelconque, nous devons soigneusement choisir l'époque et le lieu appropriés et disposer l'imagination dans la situation et la disposition convenable. La parfaite sérénité de l'esprit, la concentration de la pensée, l'attention nécessaire à l'objet, l'une quelconque de ces circonstances étant absente, notre expérience sera faussée et nous serons incapables de juger de la beauté universelle. On en trouve un exemple parfait dans Du côté de chez Swann, lorsque Swann entend pour la 3e fois, je crois, je sais plus, la petite phrase de la sonate de Vinteuil, citation, « Il souhaita passionnément la revoir une 3e fois ». Donc, oui, c'est ça. Et elle reparut en effet, mais sans lui parler plus clairement, en lui causant même une volupté moins profonde. Puis, lorsqu'il entend la sonate entière pour la 3e fois,
Elle passait à plis simples et immortels, distribuant çà et là les dons de sa grâce avec le même ineffable sourire. Mais Swann y croyait distinguer maintenant du désenchantement. Elle semblait connaître la vanité de ce bonheur dont elle montrait la voie. Dans sa grâce légère, elle avait quelque chose d'accompli, comme le détachement qui succède au regret. Fin de citation. Peut-être que ces dernières phrases décrivent davantage l'état, la disposition de Swann au moment de cette troisième écoute et délivrent la raison de son désenchantement. Celui qui s'est analysé montre donc une sensibilité supplémentaire parce qu'il est attentif à davantage de choses. Pour cela, il faut certes connaître des règles, puisque c'est leur maîtrise qui permet à l'artiste de créer des œuvres subtiles et au récepteur de repérer ces subtilités. Hume écrit dans De la norme du goût, mais bien qu'il existe naturellement une grande différence au point de vue de la délicatesse entre une personne et une autre, rien ne tend autant à faire accroître et à améliorer ce talent que la pratique d'un art spécifique et l'étude et la contemplation fréquente d'un genre particulier de beauté. Fin de citation. On peut tous remarquer par exemple que les gens qui ont été habitués dès leur toute petite enfance à écouter du jazz ou de la musique classique, ils sont beaucoup plus sensibles et sauront, même sans avoir eu de cours, en dire des choses plus pertinentes que quelqu'un qui en écoute de manière épisodique ou même qui se met à les étudier sérieusement mais tardivement. On retrouve cette candeur évoquée par Bergson qui est l'enjeu de l'esthétique, c'est-à-dire de la sensibilité, lorsqu'il parle de conquérir une façon virginale de voir, d'entendre ou de penser, propre à l'enfant qui n'a pas besoin de passer par l'intellectualisation pour faire preuve d'intelligence, ici musicale. C'est à cette jouvence du regard que Bergson renvoie. Nous avons en nous-mêmes, par la candeur dont nous sommes capables, par l'ingénuité retrouvée de notre regard, la capacité prodigieuse à dire ce qu'il en est du monde, ce que sont les choses, et quand elles sont belles ou quand elles ne le sont pas. C'est à cette considération que Bergson fait appel implicitement, et c'est celle-là qui permet de saisir toutes les conséquences du paradoxe kantien d'une évidence qui n'est corrélée à aucune vérité. Il n'y a pas de science du beau, il n'y a qu'un sentiment du beau, et pourtant il y a une universalité du beau, à laquelle on accède par la reconquête d'une façon candide, virginale, de voir, d'entendre ou de penser. Et ce paradoxe de l'œuvre d'art comme étant à la fois inexplicable, mais dont l'analyse ravive l'émotion et donc la compréhension de celui qui en fait l'expérience, se retrouve parfaitement dans le faux oxymore de Swann lorsqu'il entend pour la première fois la petite phrase de la sonate de Vinteuil et parle d'un bonheur noble, inintelligible et précis. Inintelligible, car on ne peut pas découper la petite phrase. Citation, la compréhension se laisse ainsi décrire comme la saisie, dans le passage écouté, d'une organisation qui se met en place d'un seul coup. Le passage musical est alors perçu comme totalité organique, écrit Christiane Chauviré dans son introduction aux leçons et conversations de Wittgenstein. Et pourtant, il n'est rien de plus précis, et c'est ce sentiment de précision, de justesse extrême qui nous fascine, peut-être d'autant plus qu'on ne peut paradoxalement pas l'expliquer. Il y a cette notion de... Dans la phrase de Christiane Chauviré, là, la compréhension se laisse ainsi décrire comme la saisie dans le passage écouté d'une organisation qui se met en place d'un seul coup. Le passage musical est alors perçu comme totalité organique. Cette notion comme si vous aviez une fresque que vous perceviez d'un seul coup. Je sais plus, cette idée se trouve chez un auteur, mais je ne sais plus. Mais voilà, c'est cette idée-là. Donc conclusion de cette longue, c'est presque une leçon sur l'esthétique, que j'ai fait une proposition de vision de ces sujets. À la question de savoir qui comprend l'œuvre d'art, nous pouvons désormais répondre que s'il est indispensable pour la comprendre entièrement avec ses enjeux, sa portée historique, technique, artistique, ça j'ai déjà dit je crois, de l'analyser et d'étudier les intentions de l'artiste, l'émotion artistique, j'ai déjà dit ça. Voilà, cependant, l'analyse, lorsqu'elle ne prétend pas enlever à l'œuvre son mystère, rend la compréhension plus profonde et l'émotion plus vive, car elle permet d'être attentif au maximum de subtilité de l'œuvre. Tout le monde est donc en capacité de comprendre l'œuvre d'art, mais rien ne remplace la pratique et ou l'étude, la fréquentation d'un art dans l'acuité de cette compréhension, car elle est une sensibilité plus poussée, soit ce qu'il faut pour donner un jugement d'esthétique pertinent de l'œuvre et donc la comprendre. Et tout le monde, sous ces conditions, peut atteindre cette acuité. Toutefois, certains ont de manière innée, sans travail, une meilleure sensibilité que d'autres, de la même manière que certains sont naturellement plus intelligents que d'autres. Et on ne sait pas vraiment pourquoi non plus. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous êtes venu rester jusque-là, bravo, vous êtes courageux. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je le lirai, je répondrai peut-être pas tout de suite, mais je discuterai avec vous avec plaisir. Voilà, des bisous.